Résolvons ensemble le C1D 2016. Question 1. Nous avons deux documents. Le document 1 représente un dynamomètre à bagage. Et dans le document 2, nous avons la définition de ce qu'est un dynamomètre. On nous demande d'abord de donner la valeur et l'unité du poids de cette valise de 10 kg, donc de la valise qui est représentée sur le document 1. Pour pouvoir trouver cette valeur, nous allons appliquer la formule P est égal à M fois G, où P est le poids, M est la masse et G est la constante de la pesanteur. Rappelons que la constante de la pesanteur sur la Terre est de 9,81 newtons par kilogramme. Nous allons donc, pour résoudre cet exercice, appliquer la formule P est égal à M fois G en remplaçant le M et le G par les valeurs que nous avons. Cela va donc donner P est égal à 10 fois 9,81, comme la masse était de 10 kg et le petit g de 9,81 newtons par kilogramme. Nous allons multiplier les deux et obtenir 98,1 newtons. En effet, newton car il s'agit d'un poids. Ensuite, on nous dit que d'un point de vue scientifique, ces deux documents présentent des erreurs. On nous demande d'entourer une erreur dans chaque document et de corriger ces deux erreurs sur les documents. Dans le document 1, on pouvait repérer la première erreur qui était kilogramme. En effet, on nous parle d'un dynamomètre à bagage, or on sait qu'un dynamomètre ne va pas mesurer une masse, mais va mesurer un poids. Donc, au lieu de mettre kilogramme, il aurait été plus judicieux de mettre newton. Dans le document 2, nous avions la définition qui était erronée. Il fallait entourer le mot masse, car un dynamomètre est un instrument de mesure du poids. Donc, pour corriger, il suffisait de noter newton au lieu de kilogramme et poids au lieu de masse. Question 2. Anne a fait chauffer de l'eau jusqu'à ébullition. Dans cette activité de la vie quotidienne, les trois modes de propagation de la chaleur sont présents. Rappelons que l'ébullition est le passage de l'état liquide à l'état gazeux avec un apport de chaleur et que des bulles se forment à la surface, que la conduction est le transfert de chaleur dans les solides, que la convection est le transfert de chaleur dans les liquides et les gaz, et que le rayonnement est l'émission d'un rayonnement par un corps chaud, par exemple le Soleil. Nomme le mode de propagation associé à chaque situation. Pour la situation 1, il s'agissait de la conduction. Pour la situation 2, il s'agissait du rayonnement ou également de la conduction. C'était juste aussi. Pour la situation 3, il s'agissait de la convection. Question 3. Lors d'une sortie nocturne, Hugo allume sa torche lumineuse pour éclairer sa carte de randonnée. La torche ne fonctionne pas. Avant de la démonter, il s'interroge. On nous demande de cocher pour chaque proposition s'il s'agit d'une constatation ou d'une hypothèse. Première proposition. Les contacts à l'intérieur de la torche sont défectueux. C'est-à-dire que les contacts ne fonctionnent pas bien. Il s'agissait d'une hypothèse, car on imagine qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la torche qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, donc ce n'est pas une constatation. Ensuite, la pile n'est pas conforme aux indications du mode d'emploi. Il s'agissait aussi d'une hypothèse, ce n'est toujours pas quelque chose que l'on voit, que l'on peut remarquer. C'est une idée que l'on imagine. Ensuite, la lampe n'émet pas de lumière, c'était une constatation, car ça, nous pouvons le voir. Quand on essaye d'allumer la lampe, elle ne produit pas de lumière. La pile est placée à l'envers. Il s'agissait d'une hypothèse. En effet, il était bien précisé que Hugo n'avait pas encore démonté la lampe, donc il ne peut pas savoir comment la pile est placée à l'intérieur.
Il imagine que la pile est placée à l'envers. Il s'agit donc d'une hypothèse. Le filament de la lampe est cassé. Il s'agissait aussi d'une hypothèse, étant donné qu'on n'a toujours pas démonté la lampe. Et enfin, la torche lumineuse est de couleur sombre. Il s'agissait d'une constatation, car on peut le voir, la torche était ici noire. Question 4. Étape 1. Une seringue contient un volume d'air V1. À l'intérieur de la seringue, la masse d'air est M1 et la pression de l'air est P1. On demande de cocher la proposition correcte. On doit donc voir comment est la pression à l'intérieur de la seringue par rapport à la pression atmosphérique. Donc comment est la pression de l'air à l'intérieur et la pression de l'air à l'extérieur. Étant donné ici que la seringue communique avec l'extérieur, donc que l'air à l'intérieur de la seringue communique avec l'air extérieur, il fallait choisir la deuxième proposition. En effet, les deux pressions sont les mêmes, il n'y a aucune différence. Ensuite, étape 2. Nous avons toujours la même seringue, mais cette fois-ci, Sarah bouche la seringue et enfonce le piston. L'air emprisonné occupe alors un volume V2 et a une masse M2. La pression de l'air emprisonné est P2. On nous demande d'abord de comparer les deux masses. Donc la masse 1 et la masse 2 de la seringue actuelle. Étant donné qu'on a bouché la seringue, l'air qu'on avait dans la seringue 1 et dans le cas 2 est le même, la même quantité d'air est présente. Donc, la masse est la même. Ensuite, on demande de comparer le volume 1 et le volume 2. Étant donné qu'au départ, nous avions un certain volume, mais qu'on a appuyé sur le piston, le volume 2 est plus petit que le volume de départ. Et au niveau de la pression, comme nous avons enfoncé le piston, la pression 2 sera plus importante que la pression 1. Étape 3. Ensuite, tout en maintenant la seringue bouchée, Sarah tire le piston. Donc la seringue est toujours bouchée, mais cette fois-ci, on va tirer le piston dans l'autre sens. Le volume d'air est maintenant V3, sa masse M3 et la pression P3. Complète par plus petit, plus grand ou égal. Au niveau de la masse, il s'agit toujours de la même masse étant donné que nous avons en plus bouché la seringue dans les deux cas. Au niveau du volume, on remarque bien que le volume 3 est plus important que le volume 2 étant donné qu'on a tiré la seringue à l'opposé. Et ensuite au niveau de la pression, étant donné qu'on n'a pas appuyé mais justement qu'on a tiré dans l'autre sens, la pression 3 est plus petite que la pression 2. En effet, la pression était la plus intense quand on enfonçait le piston. Question 5. Lors d'une randonnée, 4 adolescents ont été surpris par un violent orage. Leurs sacs de couchage sont mouillés. Afin de dormir au sec, ils les suspendent de différentes manières. Coche le procédé le plus rapide pour sécher. Nous avions plusieurs choix. Le premier sac de couchage est placé à l'ombre et au vent. Le deuxième est placé au soleil et au vent. Le troisième est placé à l'ombre et à l'abri du vent. Et le quatrième est placé au soleil et à l'abri du vent. Quand on décide de faire sécher du linge dans son jardin, il s'agit du même processus. Ce qui est le plus intéressant de faire, c'est d'essayer de mettre son linge dehors quand il fait chaud, donc quand on a du soleil, et quand il y a beaucoup de vent. Le linge séchera ainsi plus vite. Donc pour cette situation, c'était la même chose au niveau des sacs de couchage, il fallait choisir la deuxième proposition. Donc placer le sac de couchage au soleil et au vent. On nous demande juste après de nommer le changement d'état qui intervient. Donc nous avons un sac de couchage qui est mouillé et on veut le faire sécher. Donc on a de l'eau dans notre sac de couchage, eau qui devrait partir, si on peut dire. On va parler dans ce cas-là d'une évaporation. Donc l'eau va s'évaporer du sac de couchage
et nous aurons donc un sac de couchage qui sera sec. Ensuite, on nous dit qu'un sac de couchage étendu sèche plus vite qu'un sac replié. On nous demande de nommer le paramètre, dans ce cas, qui influence la vitesse de séchage. Si nous avons d'un côté un sac étendu et de l'autre un sac replié, ce qui est différent, c'est la surface de contact avec l'air. Ainsi, quand le sac de couchage est étendu, il va pouvoir être davantage en contact avec l'air, donc pouvoir sécher plus vite, l'eau va pouvoir s'évaporer plus vite, tandis que si le sac est replié, il sera moins en contact avec l'air, les molécules d'eau pourront donc moins s'évaporer. Voici la deuxième partie de cette question. On nous dit qu'en laboratoire, 4 manipulations, donc A, B, C et D, ont été réalisées. Pour la manipulation A, on a utilisé une lampe chauffante et un ventilateur. Pour la manipulation B, un ventilateur. Pour la C, une lampe chauffante. Et pour la D, rien du tout. Donc on a fait sécher le linge en utilisant différents éléments. On nous demande d'indiquer pour chaque situation la lettre de la manipulation qui lui correspond. Première situation. Le sac de couchage est placé à l'ombre et au vent. Nous avons deux situations où nous avons un ventilateur, la situation A et la situation B. Donc, le ventilateur représente ici le vent, mais on nous précise aussi que le sac de couchage est placé à l'ombre. Donc, il ne faut pas choisir la situation où il y a la lampe chauffante, vu que la lampe chauffante va ici représenter le soleil. On va donc choisir la situation B, où on a le ventilateur qui représente le vent, et nous sommes à l'ombre. Ensuite, sac de couchage placé au soleil et au vent. Là, nous allons pouvoir choisir la situation A, car nous avons bien le ventilateur pour le vent et la lampe chauffante qui représente le soleil. Ensuite, sac de couchage placé à l'ombre et à l'abri du vent. Ça veut dire que nous ne devons pas avoir de ventilateur et que nous ne devons pas avoir de lampe chauffante. Il fallait donc choisir le D. Et enfin, sac de couchage placé au soleil et à l'abri du vent. Il ne fallait pas de ventilateur, mais il fallait bien la lampe chauffante. Il s'agissait donc du C. Question 6. Un alpiniste escalade un pic montagneux. Arrivé à une altitude de 3000 mètres, il fait une pause et sort de son sac à dos un paquet de cacahuètes. Surprise, celui-ci a gonflé. Coche les deux propositions qui interviennent dans l'explication du phénomène. Les deux propositions à cocher étaient « La pression de l'air dans le sachet est plus grande que celle à l'extérieur du sachet » et « La pression atmosphérique diminue avec l'altitude ». En effet, quand l'altitude augmente, la pression diminue. Ensuite, on nous demandait de modéliser les molécules des constituants de l'air à l'intérieur et à l'extérieur du sachet en haute altitude. Il fallait donc représenter toujours les mêmes molécules à l'intérieur du sachet, donc toujours les 5 molécules, et représenter également des molécules à l'extérieur. Question 7. Nous avons deux documents. Document 1. Une poignée de litière. La litière est l'ensemble des feuilles mortes, des débris végétaux et animaux en décomposition sur le sol. Elle abrite des organismes décomposeurs qui la transforment peu à peu en humus. Document 2. Expérience de Berlez. On réalise les deux expériences schématisées ci-dessous. Un tamis est placé dans chaque entonnoir. De la litière est déposée sur chacun des tamis. Nous avons donc l'expérience 1 où la lampe n'est pas allumée et l'expérience 2 où la lampe est allumée. On nous dit, après 24 heures, on récolte plus d'animaux dans le récipient de l'expérience 2 que dans celui de l'expérience 1. On nous demande de nommer deux stimuli responsables de cette différence.
Il peut s'agir de la lumière. En effet, dans l'expérience 2, nous avons la lampe qui est restée allumée. De la chaleur également, car la lumière allumée va dégager de l'énergie thermique. Ensuite, il peut s'agir aussi de la sécheresse, du manque d'eau. Il fallait donc en choisir 2 parmi ces 3-là. On nous demande après de décrire la réaction de ces animaux à ces stimuli. Donc, par exemple, à la lumière. Comment ont réagi les animaux à la lumière? On a remarqué que dans l'expérience 2, ils étaient descendus petit à petit, ils étaient tombés pour fuir la lumière. Donc ils aiment l'obscurité et ils tombent. On nous demande après de cocher l'endroit où nous pouvons trouver ce type d'animaux dans la forêt. Il fallait choisir sous une pierre, car sous une pierre, c'est à l'obscurité. Ce sont des animaux qui aiment l'obscurité. Ils ne vont certainement pas aller se mettre sur un mur ensoleillé, ils ne vont pas non plus aller se mettre sur les feuilles d'un arbre, car ils recevront aussi des rayons lumineux, et on n'a pas dit ici qu'ils aimaient l'eau, donc il n'y a aucune raison d'aller cocher à la surface de l'eau. Question 8. Nous avons 2 documents. Le premier document montre le régime alimentaire d'animaux récoltés, et le deuxième document montre quelques attributs ou caractéristiques des animaux prélevés. On va se focaliser d'abord sur le document 1 pour répondre aux questions. On nous demande de construire le réseau trophique. Je rappelle qu'un réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires qui ont au moins un maillon commun. Nous allons donc faire les flèches qui veulent dire « sont mangés par ». On va prendre le tableau petit à petit, donc ligne par ligne. Première ligne, le cloporte se nourrit de feuilles mortes et de bois pourri. On va donc faire une flèche des feuilles mortes et du bois pourri vers le cloporte. Deuxième ligne, le colambole mange aussi des feuilles mortes et du bois pourri. Donc on va faire aussi la même flèche. Géophile se nourrit de oribates. Donc nous allons faire la petite flèche entre les oribates vers les géophiles. Les lithobilles vont se nourrir d'oribates. Donc pareil, nous allons faire une flèche venant des oribates vers les lithobilles. Les oribates se nourrissent de feuilles mortes et de bois pourri. Petite flèche entre les feuilles mortes, le bois pourri et les oribates. Les pseudoscorpions se nourrissent de colamboles, donc petite flèche entre colambole et pseudoscorpion. Et enfin, les larves de staphyline se nourrissent de feuilles mortes, donc petite flèche, mais également de géophiles, donc deuxième flèche. Voici le réseau trophique qui devait être construit. Après cela, on nous demande d'écrire le nom d'un carnivore, donc d'un zoophage, ça veut dire la même chose, présent dans la litière. Donc d'un être vivant ici qui va manger un autre être vivant. Donc un autre animal. Donc il y avait plusieurs exemples possibles. On pouvait choisir entre le pseudoscorpion, le géophile, les lithobilles et les larves de staphyline. En effet, on voyait que le pseudoscorpion mangeait des colamboles, que les géophiles mangent des oribates, que les lithobilles mangent des oribates aussi, et que les larves de staphyline mangent des géophiles. On nous demande après d'écrire une chaîne alimentaire de 3 maillons à partir du réseau trophique. Il y avait plusieurs possibilités, les voici. Les feuilles mortes sont mangées par les colamboles qui sont mangées par les pseudoscorpions. Deuxième possibilité, les feuilles mortes sont mangées par les oribates qui sont mangées par les géophiles. Troisième possibilité, les feuilles mortes sont mangées par les oribates qui sont mangées par les lithobilles. Pour la dernière question, on nous demandait de définir l'expression réseau trophique. On l'a déjà rappelé tout à l'heure. Un réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires qui ont au moins un maillon commun.
Nous allons continuer à répondre à cette question en utilisant juste le document 2. On nous demande d'indiquer la caractéristique commune dans la grande boîte. Donc quand nous regardons le document 2, nous remarquons que tous les animaux présents ont une caractéristique commune, ils ont tous une carapace. Donc on va noter pour la caractéristique commune, carapace. Ensuite, si nous regardons dans les autres colonnes, nous voyons que beaucoup d'animaux ont des antennes. Nous allons donc pouvoir, dans la boîte présence d'antennes, indiquer ces animaux-là. Donc nous avons des animaux qui ont des antennes et 6 pattes, et d'autres animaux qui ont des antennes, mais qui n'ont pas 6 pattes. Pour les animaux qui ont simplement des antennes, on avait le cloporte, les géophiles et les lithobilles. Et pour ceux qui avaient des antennes et en plus 6 pattes, on avait les staphylines et les colamboles. Ensuite, pour ceux qui ont 8 pattes et qui n'ont pas d'antennes, nous avions les oribates. Et pour ceux qui ont des pinces, le pseudoscorpion. Question 9. Nous avons ici 4 documents. Document 1, nourriture de la vache en été. Dès les premiers beaux jours du printemps, les vaches rejoignent les prairies. Chaque vache consomme 60 à 80 kg d'herbe fraîche par jour. Document 2, les constituants de l'herbe et du lait. Nous voyons donc ce que nous avons dans l'herbe et le lait et dans quelle proportion. Donc, on peut remarquer la quantité de lipides, de glucides, de protéines, de sels minéraux, d'eau et de calcium. Je rappelle que les lipides sont les graisses et que les glucides sont les sucres. Document 3. Les glandes mammaires. Ce sont les glandes mammaires qui fabriquent le lait. Si la nourriture manque, la quantité de lait produite par la vache diminue. Donc il faut que la vache reçoive assez de nourriture pour produire beaucoup de lait. Document 4. Nourriture de la vache en hiver. On remarque qu'elle mange 50% de foin, 35% de céréales, 13% de maïs et 2% d'autres éléments. Ensuite, on nous indique que l'herbe est transformée en lait dans le corps de la vache. Et il faut donc décrire les différentes étapes lors de cette transformation. Tout d'abord, la vache va manger de l'herbe. Elle va donc la digérer. Quand elle va digérer cette herbe, il va y avoir un passage des nutriments dans le sang. Ensuite, il va y avoir le transport des nutriments jusqu'aux glandes mammaires, par le sang. Et enfin, il va y avoir une fabrication du lait dans la mamelle à partir des nutriments. On nous demande après d'expliquer la différence de goût entre le beurre de printemps et le beurre d'hiver. Cette différence est tout simplement due à une différence de nourriture, étant donné que la vache ne se nourrit pas de la même façon à ces 2 saisons. Question 10. Document 1. 2 têtards, donc de très jeunes grenouilles, en tout point identiques, sont élevés dans des conditions différentes, milieu A et milieu B. On mesure régulièrement la taille de chacun. Document 2, voici le graphique obtenu en utilisant les données concernant le tétard élevé dans le milieu A. Donc ici, le graphique qui est représenté est le graphique en noir. Le graphique en bleu, on y viendra juste après. On nous demande de donner un titre au graphique ci-dessus. Pour donner un titre au graphique, il fallait regarder les 2 axes. On voyait qu'ils étaient nommés, donc qu'on nous parlait de l'âge en jours et de la taille en millimètres, donc de l'âge du tétard. Donc nous avons noté graphique de la taille du tétard en fonction de l'âge, tout simplement. La question suivante. Construit sur le graphique du document 2 la courbe correspondant au tétard élevé dans le milieu B en utilisant les données reprises dans le tableau ci-dessous. Donc on avait un tableau avec âge et taille et il suffisait d'aller placer les petits points aux bons endroits et puis de les relier. Cette courbe est représentée en bleu dans le graphique, donc juste ici.
Après, on nous demande de déterminer l'utilité de regrouper deux courbes sur un seul graphique. Avoir deux courbes sur un seul graphique va nous permettre de voir quelles sont les différences entre ces deux courbes. Ça va nous permettre de pouvoir les comparer. Ensuite, on nous demande d'écrire l'information obtenue grâce à ce graphique à deux courbes. Nous pouvons remarquer qu'il y a une différence de croissance d'évolution. La taille n'est pas la même pour le θ élevé dans le milieu B et le θ élevé dans le milieu A. Ensuite, on nous demande d'émettre une hypothèse sur les constatations observées à la lecture de ce graphique. Il y en avait plusieurs qui étaient possibles, et par exemple, nous pouvions mettre qu'un des têtards avait trouvé plus de nourriture et avait donc grandi davantage. Question 11. Nous avons deux cycles de vie qui sont représentés, le cycle de vie de la grenouille et le cycle de vie du pigeon, et on nous demandait d'effectuer un tableau comparatif de ces deux cycles de vie. Donc dans notre tableau, on devait évidemment mentionner le pigeon et la grenouille, on devait indiquer qu'il y avait accouplement dans les deux cas, qu'au niveau du mode de reproduction, il s'agissait d'une reproduction ovipare, donc c'est-à-dire que ces animaux vont pondre des œufs. Ensuite, au niveau du nombre d'œufs, pour le pigeon, il y en a peu, et pour la grenouille, il y en a beaucoup, on pouvait le voir sur le schéma. Au niveau de la fécondation, elle est interne chez le pigeon, donc elle se passe à l'intérieur du corps de la femelle, on peut le voir aussi sur le schéma, tandis que chez la grenouille, elle est externe. Y a-t-il une métamorphose? Chez le pigeon, non, donc le bébé pigeon ressemble à l'adulte, mais chez la grenouille, oui, le têtard ne ressemble pas à la grenouille adulte. Ensuite, en ce qui concerne les soins aux jeunes, chez le pigeon, il va y en avoir, tandis que chez la grenouille, non. La grenouille va laisser les têtards se débrouiller. Question 12. Document 1. Après avoir bien déjeuné, Sophia pédale avec énergie sur le vélo. Aussitôt, la télévision s'allume. Si elle arrête de pédaler, tout s'éteint. On demande de compléter la chaîne qui illustre les différentes transformations d'énergie intervenant dans la situation ci-contre. Tout d'abord, Sophia a mangé. Les aliments vont lui fournir de l'énergie chimique qu'elle va pouvoir utiliser. Ensuite, Sophia, pour pouvoir actionner le générateur électrique, va utiliser de l'énergie mécanique ou musculaire, vu qu'elle va pédaler sur le vélo. Le générateur électrique va, lui, fournir aussi de l'énergie à la télévision. Cette énergie est de l'énergie électrique. Enfin, la télévision que Sophia va regarder va lui fournir de l'énergie lumineuse, vu qu'elle produit de la lumière, et de l'énergie sonore, vu qu'elle produit un son. Enfin, l'énergie perdue était ici évidemment de l'énergie thermique, vu qu'il s'agit de la chaleur perdue. Question 13. Suite à des relevés d'oiseaux présents dans son jardin, Arnaud constate que le nombre de mésanges diminue chaque année. Son amie Célia lui conseille d'utiliser moins de désherbants, détruisant particulièrement les orties. Document 1. La mésange bleue est un oiseau qui vit dans les parcs et les jardins. Elle cherche sa nourriture en hauteur dans les arbres. Elle débarrasse ainsi les feuilles des chenilles. Document 2. Il s'agit d'un graphique qui illustre le nombre moyen d'œufs pondus par une mésange en fonction du nombre moyen de chenilles. Et on voit que plus nous avons des chenilles présentes sur les feuilles, plus nous avons un grand nombre d'œufs pondus par les mésanges. Document 3. L'ortie est une plante qui a été longtemps considérée comme une mauvaise herbe et systématiquement éliminée. Pourtant, c'est une plante indispensable à de nombreux papillons qui s'en servent pour y pondre leurs œufs. De ces œufs sortiront les chenilles.
on nous demande d'expliquer, en écrivant tout le raisonnement, en quoi suivre le conseil de Célia permettrait le retour des mésanges bleus dans le jardin d'Arnaud. Il fallait expliquer que si on utilisait moins de désherbants, il y aura plus d'orties. En effet, comme on l'avait dit, les orties étaient considérées comme des mauvaises herbes, et donc on avait tendance à s'en débarrasser. Mais les orties peuvent être bénéfiques, car, grâce à elles, nous avons de nombreux papillons qui s'en servent pour y pondre leurs œufs, et donc produire des chenilles. Les chenilles sont utiles à la mésange vu qu'elle s'en nourrit. Donc les mésanges seront plus nombreuses et se reproduiront plus grâce au surplus de nourriture, donc de chenilles, disponibles sur les orties.